Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro sur lendemain de match nul entre l'OGC Nice et l'AJ Auxerre, le gym qui a eu du mal à réagir après sa défaite contre Lyon et qui laisse passer une occasion de maintenir, on va dire, sa présence sur le podium au travers d'un match frustrant, regrettable, embêtant. Voilà, vous trouverez le qualificatif qui vous convient le plus. On va revenir également sur l'actualité parce que vous connaissez notre propriétaire, notre gouvernance qui intervient peu sur le GC Nice, mais toujours à des bons moments. Voilà, comme par exemple au moment d'un sprint final avant une qualification potentielle en LDC. Voilà, sur la déclaration de Jim Ratcliffe, sur laquelle nous allons revenir également. Programme plutôt cool à voir avec vous. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir mes chroniqueurs du jour. Dans un premier temps, eh bien, Hugo est là. Salut Hugo, comment vas-tu? Salut Pancho, salut à tous. Week-end foot très compliqué, hein. En plus, c'est toujours le même théorème quand il y a un mauvais résultat le vendredi, le week-end, c'est un long chemin de croix. Puis en plus, il y a la trêve derrière, donc on souffre, mais ça fait plaisir de pouvoir en parler avec vous. Il est également là, le Niklas Hult de l'émission. J'ai nommé Pierrick. Salut Pierrick, comment tu vas? Et bonjour Pancho, bonjour à tous. Pas au top, hein. C'est pas un sacré plaisir que de se replonger dans ce match, mais il faut bien pour le plaisir de tout le monde. Ça aurait pu effectivement être la belle opération, puisque Lille a perdu des points du côté de Nantes. Bon, Monaco l'a emporté à Angers, on y reviendra. Ce qui rend le derby dans, on va dire, un peu moins de 2 semaines, eh bien, assez intéressant, avec pour l'instant eh bien, un gym qui est quatrième, si je ne dis pas de bêtises, et Monaco Quatrième ex aequo. qui est repassé troisième à la différence de but. Donc ça va être assez... Non, Non, c'est pas même pas à la différence de différence de but? but, au but marqué. D'accord, ok. 51 pour 50, on est tous les deux à plus 19. Messieurs, avant de parler du match et de ce un partout contre la JOCR, on va parler eh bien, d'une déclaration eh bien, qui a été relayée dans les médias français, qui a été donnée par Jim Ratcliffe au Times eh bien, avant-hier, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous eh bien, relater un peu les éléments intéressants hein, que nous sort notre bon vieux Jim. Avec Nice, dans le championnat français, vous pouvez acheter un club pour 100 millions de livres. L'accès est beaucoup moins cher par rapport à la première ligue. Mais je n'aime pas particulièrement aller voir Nice. Il y a de bons joueurs, mais le niveau de football n'est pas assez élevé pour que je m'enthousiasme. Je poursuis parce que là, il y a un élan de lucidité de sa part. La meilleure saison de Nice est celle où nous n'avons pas été autorisés à nous impliquer en raison des règles de propriété des clubs. Ils ont été bien meilleurs sans notre intervention. Il y a peut-être une leçon à en tirer. Naturellement, le fait que il ait cité eh bien pas ce désamour, mais c'est ce, ce mépris, parce que moi j'appelle ça du mépris, hein, aussi simple que ça, envers Nice, ça a un peu fait la une lorsque c'est sorti. On va dire qu'on n'est pas vraiment étonné de la communication d'Ineos depuis leur arrivée chez nous. Le timing est toujours déplorable. On se rappelle que une semaine avant la finale de la Coupe de France, il y avait des rumeurs qui envoyaient Ineos du côté de Chelsea, entre autres, hein. Il faudrait récapituler et puis faire un numéro là-dessus. Mais voilà, pour commencer ce numéro, moi c'est quelque chose qui m'a, en tant que supporter niçois, qui m'a touché, qui m'a affecté, même plus que le match nul de Auxerre. Voilà. Je ne suis pas malheureusement pas étonné de ce qui est dit par Radcliffe, mais là, clairement, il ne se cache plus. Hugo, ton ressenti un peu sur la décla. Je m'excuse, c'est RMC, j'ai pas eu le temps de chercher vraiment l'article original du Times. Ouais, malvenu, déplacé, inutile, on pourrait utiliser plein de qualificatifs pour qualifier cette décla, mais au-delà du timing, parce que je pense qu'il l'aurait sorti après une victoire 3-0 contre Monaco ou n'importe quand, ça aurait rien changé à la décla qui est en elle-même, qui est horrible, c'est comme le disait Arrigo Sacchi, on joue comme on s'entraîne et on s'entraîne comme on est dirigé. Et à partir du moment où ton propriétaire donne un tel exemple de non-investissement, de détachement, comment tu veux qu'ensuite un Francaise, par exemple, qui on sait se questionne sur la possibilité de rester ou pas, sur l'attractivité du projet, quand il voit que le propriétaire
est à ce point-là détaché du club et on a à ce point-là rien à foutre, bah, comment tu veux le motiver à rester? Que les joueurs, on leur tape souvent dessus à juste titre pour leur manque d'implication, manque d'envie. Mais pareil, quand ton propriétaire te donne un tel exemple, c'est compliqué derrière de demander aux joueurs de répondre sur le terrain. Donc, encore une fois, qu'ils le pensent, on s'en doutait tous un peu, c'était un secret pour personne. Mais de là à le sortir dans la presse, bah, je trouve que c'est un manque de respect énorme pour les joueurs, pour le staff, pour même l'équipe dirigeante qui se démène avec cette année peu de moyens pour mettre une équipe compétitive en course pour la Ligue des Champions. Donc, pas grand-chose à dire, à part que c'était franchement, on n'avait pas besoin de ça, quoi. Ouais, c'est clair, surtout qu'il te reste en fait 8 matchs. Oui, c'est ça, 8 matchs avant la fin de saison. On est vraiment dans le moment, le momentum, on va dire, de la saison. Il faut bien le négocier. Et en plus de ça, voilà, 2 matchs consécutifs sans victoire à domicile, en sachant qu'on n'avait pas connu la défaite jusqu'à présent et que les résultats à domicile étaient bons, voire excellents. T'as l'impression que limite, ça lui fait plaisir, en fait. Ça lui fait plaisir de communiquer à ce moment-là, tout en reconnaissant effectivement. Alors, la part de responsabilité d'Ineos à demi-mot hein, sur les premières saisons à la gouvernance du club. Pierrick, un peu ton ressenti, toi, de ton côté, sur la déclaration de Ratcliffe. Alors déjà, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est pas spécialement le premier truc qui nous vient à l'esprit, mais c'est quand même un truc qui, je pense, a le mérite d'être souligné. C'est que il faut lui reconnaître sa franchise, parce que même si on s'en doutait tous, pardon, c'est déjà bien de le dire haut et fort. Ceci étant dit, c'est comme tu as dit, désamour, mépris, c'est tout à fait ça. Sans douter, voilà, au moins maintenant il l'a dit. Par contre, juste je rebondis sur ce qu'a dit Hugo, je pense pas que les joueurs ou Aise ça va changer quoi que ce soit, puisque de toute façon depuis qu'ils sont là, ils ont très bien compris que Jim et Ineos ils sont de l'autre côté là-bas et que nous on est là, donc en fait on fait notre vie sans eux. Donc je pense pas que ça ait une grosse incidence là-dessus. La preuve, toute cette saison, elle a été plutôt bonne qu'à présent, même s'il y en a eu deux, trois déconvenus. Et pourtant, Jim, il n'est pas venu, il n'a pas téléphoné, il n'a rien fait. Donc il n'y a eu aucune interaction avec lui. Donc je pense que ceci n'est pas bon. Par contre, vous voyez, je suis très. Enfin, je suis pas du tout satisfait du timing, quoi. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça sort toujours quand ça va pas. Je veux dire, c'est jamais le bon moment pour sortir des trucs comme ça, mais on s'en serait bien passé maintenant, quoi. Effectivement, effectivement, et ça pose question, alors c'est pas le moment et ni le lieu à ce moment-là peut-être de parler d'Ineos, mais j'ai hâte effectivement qu'on se penche déjà dans un premier temps sur le bilan global d'Ineos à l'OGC Nice. Il y a pas que des mauvaises choses, mais alors vraiment ces communications, il faudrait qu'on en fasse un numéro spécial, tant il y a eu tant ça nous étonne même plus et mais là, en termes de franchise, effectivement, on peut lui reconnaître ça, mais il est pas conseillé, ce monsieur est multimilliardaire, c'est l'une des personnes les plus influentes au Royaume-Uni, et ça sort comme ça d'une manière facile. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on est un club enfin, genre, on est un club, il y a des salariés, t'es propriétaire d'une entreprise, en l'occurrence un club de foot. Je sais pas, tu renvoies quel message donc c'est assez effrayant, et à titre personnel, ouais, ça m'a encore plus gavé, gonflé que le match nul contre Auxerre. C'est Hugo, vrai que ça, c'est une preuve, excuse-moi, c'est une preuve enfin, d'absence de professionnalisme, clairement, hein. Tu fais ça quand tu es investi, quand tu es professionnel, ce que tu le fais à fond. À gauche, à droite, que ce soit même pas ton club de cœur, tu t'es plus ou moins investi, tu as investi des sous, donc engage-toi à fond. Je dis pas d'ouvrir les vannes, mais voilà, respecte tes engagements et ce que tu as prévu de faire. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, dire, que, on aurait pu s'en douter, il y a déjà quelques années quand, certains supporters de Lausanne nous avaient avertis Hmm. de la gestion, qu'Ineos avait là-bas, mais, comme c'était les débuts chez nous qui mettaient beaucoup d'argent, on avait entre guillemets un petit peu mis ça sous le tapis et on s'aperçoit qu'il fait la même chose, avec nous. Donc, quelque part, on a un peu fermé les yeux, mais on savait qu'on allait se manger le boomerang en pleine tête, et là, on se le prend bien. Et voilà, juste pour dire aussi que le reste, parce que j'ai lu l'interview en entier, que le reste est catastrophique et que même du côté des supporters de Manchester United, on est un peu
qui sont un peu traumatisés par le début du mandat Ratcliffe. Donc, pour dire à mon avis, il nous manque de respect. Il fait du mauvais travail ici, mais ça se prolonge aussi à Manchester. Effectivement, l'intervention d'Ineos dans le football et dans le sport de manière générale n'a jamais été vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux. Parenthèse fermée, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes au travers de ce sujet d'Ineos. Euh, parce que voilà, on a peut-être des ressentis différents, mais j'ai l'impression peut-être on a perdu beaucoup finalement depuis leur arrivée. Peut-être même que voilà, on fera le bilan peut-être en fin de saison sur un numéro un peu spécial. Il y Passons. a quand même quelque chose, vite fait, pour conclure sur le team. Donc, clairement, je pense qu'on n'est pas satisfait de son investissement et du travail et de la collaboration. Il y a quand même un truc, je pense qu'on on peut pas le nier, c'est que dans les moments où tu as les balles pour tous les clubs français, au début, Covid et tout ça, on était quand même bien content d'avoir Ineos derrière nous, même si ils mettaient pas de gros millions dessus. Ils nous ont permis d'avoir des salaires corrects, de garder nos joueurs. Donc ça, je pense, ça aurait peut-être pas été possible sans eux. Donc, Tu fais bien de le souligner parce qu'effectivement, Ineos a été un matelas pour le coup confortable que d'autres clubs n'ont pas pu avoir. Il y a eu bien sûr le Covid, il y a eu Mediapro, il y a eu bien sûr les droits télé avec l'accord CVC notamment. Donc attention, le tableau il est pas uniquement négatif, mais dans ma conception du football telle qu'elle est aujourd'hui en 2025, je ne peux pas entendre un propriétaire de club, aussi éloigné soit-il on est d'accord. On est de d'accord. dire ça d'un club. C'est pas possible. Surtout quand tu vois qu'il va investir pour le nouveau Citez-moi stade. un autre président de club, vraiment, qui a dit de tels propos. Vraiment, je suis preneur. Ça Je pas. suis preneur. Si vous avez même Alors, il y en a les gens un qui qui écoutent n'a sur pas YouTube dit. ou en podcast, envoyez-moi ça parce que j'ai jamais vu et entendu ça. Alors, c'est un petit peu en rigolant, mais c'est à moitié vrai. Il y en a un qui n'a pas dit des trucs aussi choquants, mais qui a fait bien pire. Comment il s'appelle l'ancien propriétaire de Lille, Bordeaux et tout ça, là, Gérard Lopez. Lopez. Voilà, donc lui, il a pas Ah dit, oui. il a carrément fait bien pire. Oui, effectivement, mais ouais, là c'était le contre-exemple parfait. Mais Gérard Lopez, champion de France 2021 avec le LOSC, hein, je sais pas. Non, non, tout ne peut pas, Allez, tout ne peut pas on peut passer à justifier, la suite. tout ne peut pas excuser Non, c'est sûr. ce qu'a fait ce cher monsieur. L'OGC Nice, donc, on va revenir sur le match. Un but partout, un but d'Evan Guessant vers la 38e, 39e minute de jeu, une égalisation à la 93e, 94e de Ayer qui n'avait plus marqué depuis plusieurs mois. Voilà, l'ADN du club aussi est de relancer des joueurs en grande délicatesse. Ça a été le cas. Hugo, peut-être pour commencer, quel état d'esprit voilà, là on est dimanche soir, 48 heures après le match. Le gym fait un partout. Il y avait ce besoin de se relancer après cette défaite contre Lyon. Une victoire était nécessaire, obligatoire. Tu la tenais jusqu'à la 93e. Et finalement, tu craques dans les derniers instants, un peu comme au match aller, finalement, où Auxerre, on y reviendra, mais a beaucoup mieux terminé son match, et quelque part va chercher cette égalisation assez logiquement, parce qu'il y a eu des situations aussi assez intéressantes. Mais dans quel état d'esprit tu étais, on va dire, à la suite du match? Quel mot définit un peu ton ressenti? Bah, état d'esprit forcément très très négatif, hein, parce que premièrement sur le volet foot, purement foot, j'ai trouvé que notre première mi-temps c'était une des pires qu'on a fait cette saison. C'était vraiment très très dur à regarder la première mi-temps. J'ai eu des réminiscences du Farioli Ball. On était en possession stérile, en U face à un bloc bas, possession lente, très très peu d'occasions, très très peu de mise en situation, peu de mouvement. Donc niveau foot, on marque sur un coup de pied arrêté un peu contré, on s'en sort quand même très très bien, je trouve, à la pause, il me semble on a aucune autre occasion à part celle-là. Puis une deuxième mi-temps, encore comme d'habitude, l'ambivalence de cette équipe qui joue une mi-temps sur deux, soit la première, soit la deuxième. Beaucoup mieux en deuxième mi-temps, plus de pressing, mais une naïveté dans le dernier geste, c'est désespérant. Le volume d'occasions énorme. Autant on pouvait en parler contre Lyon,
où on avait été très, très, très bon au pressing, mais on n'avait pas non plus énormément d'occasions franches. Là, franchement, sur la deuxième mi-temps, il y a au moins quatre occasions très, très nettes où Léon, qui a été élu homme du match, fait pas forcément des gros arrêts, mais parfois c'est la maladresse de nos joueurs qui nous fait défaut. Et j'ai trouvé également donc beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'agressivité dans le pressing, donc un point positif, mais toujours beaucoup de déchets techniques à l'approche de la surface, un peu à l'image du match contre Lyon, des combinaisons entre nos attaquants compliquées, et cette nervosité qui s'est installée au fil des minutes. Et tu le sens venir, hein, forcément. L'occasion énorme avec Barre et Boudaoui qui pousse pas le ballon dedans. L'énorme occasion de Shaw qui décale pas Boga. Tu le sens venir. Le carton rouge. Et pour couronner le tout, l'erreur défensive. Donc vraiment, je sais pas s'il y a eu un match plus frustrant que celui-là cette année, mais en tout cas, il m'inquiète beaucoup footballistiquement, mais également au niveau de la nervosité globale qui se dégage de l'équipe. T'as l'impression qu'il y a eu une peur qui s'est installée, comme si c'était le match de la 34e journée, alors qu'il reste 8 matchs. Quand je vois les matchs de nos concurrents, je vois pas la même peur, je vois pas la même approche des matchs et des rendez-vous, et c'est pas de nature à m'inquiéter au-delà des problèmes footballistiques dont j'ai parlé au début. Pierrick, un peu ton ressenti sur, on va dire, le résultat qui n'est pas bon. On attendait une victoire pour se relancer. En même temps, on n'est pas non plus largué, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas rédhibitoire. On perd quand même du terrain, on perd aussi une occasion, Mhm. voilà, de grappiller quelques points et de se mettre dans une position un peu plus favorable avant le derby contre Monaco. Voilà, quel est ton ressenti à 48 heures après ce match, ce résultat? Il y a des regrets, il y a de la frustration. Moi, je partage pas trop l'avis de la première mi-temps. Hugo, tu dis que notre première mi-temps est mauvaise. Je trouve quand même on a 25-30 premières minutes où on est précurseur, on a le ballon, mais c'est vrai qu'effectivement, le bloc Auxerrois était resserré. Je suis d'accord pour dire qu'on n'avait pas de situation. Pour le coup, moi, ce que j'ai regretté, on y reviendra peut-être plus en détail, mais c'est le manque de spontanéité. Par moment, tu voyais que c'était vachement scolaire, que tu récitais tes gammes. Seulement, au bout d'un moment, tu as besoin un peu de folie, un peu de voilà, un tir de l'extérieur de la surface. Et des fois, bah ouais, ça passe pas par des mouvements, des décalages ou quoi, tu vois. Donc, bon. C'est pour ça que je parle du mini-ball. Hmm. Oui, je vois, je vois. Non, mais oui. Pierrick, un peu ton ressenti sur bon, le résultat, le contenu, voilà. Dis-nous ce que t'as sur le cœur, parce que je pense que tu as besoin un peu de vider ton sac. Ouais, il faut que j'extériorise. En fait, c'est marrant parce que Hugo l'a mentionné deux fois. C'était peut-être pas son idée principale, mais il a parlé deux fois du match de Lyon. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le même schéma qui se reproduit. C'est-à-dire que, alors attention, bien entendu, tout n'est pas à jeter, parce que notre saison est toujours bonne, on n'est pas largué, tout ça, oui. Et maintenant, déjà, il y a une frustration énorme, parce que déjà, tu tenais ton match, et surtout, tu avais possibilité de mettre Lyon loin derrière, de prendre de l'avance sur Monaco, Lille, et a priori potentiellement Marseille. Donc tout était bon pour faire une bonne occasion. Maintenant, notre ADN a dit que non, ça se passerait pas comme ça. Mais quand je parle de continuité, c'est parce que on a, et c'est manifeste, une incapacité à concrétiser nos occasions. C'est frustrant. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on est dans une année où on score beaucoup, Mm. mais quand tu compares le nombre d'occasions avec le nombre de buts marqués, on doit avoir un pourcentage qui est quand même un ratio qui est très très bas quand même, hein. Et ça, le jour où nos attaquants arriveront à analyser où se trouve le gardien pour me la mettre mieux ou sauront être plus précis, plus réalistes, putain, ça fera une différence énorme. Et le problème, c'est que tout est lié. Nos défenseurs, même en présence de Dante, qui pourtant est censé être là pour rassurer tout le monde, même en sa présence, tu vois que les défenseurs, ils paniquent. Pourquoi ils paniquent? Parce qu'ils savent que devant, ils n'arrivent pas à marquer. Enfin, devant et tout le monde, toute l'équipe. On n'arrive pas à marquer. Donc, comme on n'arrive pas à marquer, si on se foire, le match est perdu. Ou en tout cas, la bonne opération est perdue. Et donc, tout est lié, et donc tout le monde se met en stress, parce qu'au fil des minutes qui s'égrènent, eh ben putain, on marque pas, on marque toujours pas, putain, et si on foire, on se perd le match. Et donc, tout est lié, et à cause de ça, tu vois tous nos joueurs qui perdent leurs moyens. Et effectivement, comme l'a dit Hugo, tu vois le schéma se dessiner, se rapprocher de plus en plus gros. Tu vois le match qui nous échappe.
Et c'était inévitable. Inévitable. Le match aurait pu durer longtemps ou plus court, c'est pas grave, mais ça serait arrivé de toute façon. C'est déplorable, ça me fout en l'air. Maintenant, essayons d'être un petit peu plus positif. Je suis plutôt de ton avis, Pancho. Je trouve que la première mi-temps n'a pas été si catastrophique que ça. Elle aurait été catastrophique si on n'avait pas eu d'occasion, si on avait subi, si on n'arrivait pas à enchaîner des passes. Il y a quand même eu quelques mouvements, quelques occasions. Donc, on n'a pas été si mauvais que ça en première mi-temps. Maintenant, évidemment, le réalisme, il y est pas. Et après, ben voilà, comme vous avez dit, on joue une mi-temps sur deux. C'est pour ça que je dis dans la continuité de Lyon, parce que moi j'estime une première mi-temps, si elle n'est pas magnifique, elle est bonne. Euh, et après, on abandonne le match. On abandonne le match, et c'est exactement ce que j'ai dit contre Lyon. Si on abandonne le match contre une équipe qui a décidé de se rebeller, qui a décidé de nous rentrer dedans, eh ben on s'écrase. Et c'est ce qui s'est passé aussi bien contre Lyon que là contre Auxerre. Et je suis désolé, c'est un match nul, mais pour moi, c'est une défaite. Hugo, tu voulais intervenir? Ah non, forcément, quoi, pour clarifier un peu, je dis pas que la première mi-temps, elle a été infâme dans le sens où on était dominé, on a souffert. Mais en fait, Auxerre fait le choix de te laisser le ballon. Ils se mettent en 5-4-1 compact pour te contrer avec Traoré et Perrin sur les côtés. Et je trouve que moi, on a ronronné, on a rien, c'était stéréotypé, c'était scolaire, Mmh. c'était lent. Ça confirme aussi des difficultés qu'on a quand même depuis un moment, un peu moins cette année, mais quand même des difficultés quand même à ouvrir le jeu face au bloc bas. Et si je peux dévier un peu sur la compo de départ, j'ai un peu de mal avec les choix de Francaise récemment. On a souvent loué en début de saison sa capacité à changer de système, à s'adapter d'un match à l'autre, parfois à varier le 3-4-3, 4-2-3-1, parfois 4-4-2. Là, il s'est enfermé, je trouve, depuis un long moment dans le 3-4-3, même dans des schémas de match où je trouve qu'on serait sans doute plus à l'aise en 4-2-3-1. Il remet Sofiane Diop, ok, mais je l'ai trouvé pas mauvais, mais je l'ai trouvé un peu perdu sur son côté gauche. Moi, Sofiane Diop, je le préfère quand même dans le cœur du jeu. Quand on affronte une équipe comme Auxerre qui a un bloc très compact, on avait besoin de ce profil liant au milieu de terrain pour créer des espaces. Et je l'ai trouvé un peu isolé sur son côté gauche, un peu moins à l'aise. Donc, un peu déçu aussi des choix du coach. Ce 3-4-3, je le trouve parfaitement efficace contre des grosses équipes. Là, on va plus subir, comme contre l'OM par exemple, contre l'OL, où il est idéal pour presser, pour avoir une bonne assise défensive, mais contre des équipes qui te laissent le ballon. Voilà, moi je comprends pas comment on est passé par exemple du match à Lille en janvier, on joue en 4-2-3-1 avec Diop, Shaw, Buonanni, on avait Ndombele au milieu, on avait limite que des joueurs offensifs, on avait Klose et Abdi sur les côtés. Et là, ce 3-4-3 contre un bloc bas, que je trouve un peu, j'irais pas jusqu'à dire restrictif, mais je trouve pas adapté à la situation de match, donc ça m'a un peu frustré aussi, ce qui a aussi joué, je pense, dans mon appréciation de la première période. Est-ce que on peut dire aussi, parce que je me suis fait la même réflexion que toi, Hugo, sur le match, euh, ok, à la limite, tu pars sur le 3-4-3, par contre, du coup, il faut des dédoublements de Bombito ou de Dante qui apportent un peu plus, parce qu'on peut supposer qu'un Louché et un Bar, qui ont été quand même très en vue sur ce match-là, autant dans l'intérieur que sur les côtés, nécessite justement un dépassement de fonction de la part de Bombito qui l'a fait une ou deux fois, mais à mon sens pas suffisamment. Dante, bon, je pense que c'est un peu difficile aussi peut-être physiquement de lui demander d'aller attraper une course de 40-50 mètres pour aller proposer une solution. Mais j'ai l'impression, parce que vous parliez de peur, de crispation, que finalement, dès la compo de départ, où voilà, peut-être que il y a quelque chose aussi où on se dit que voilà, il reste quand même peu de matchs. On a quand même un standing à faire respecter parce que bah, mine de rien, on est la quatrième meilleure équipe de la saison, voilà, factuellement dans le championnat. Et voilà, le sprint final est amorcé. Tu perds Lyon, tu fais nul contre Auxerre. Moi, j'ai quand même trouvé effectivement de la nervosité, de la crispation là-dessus. On est complètement d'accord et pas uniquement par rapport au carton rouge de Barre qui ne souffre d'aucune contestation. Geste non maîtrisé, geste dangereux. Mais on n'a pas su déverrouiller le verrou, on va dire, une deuxième fois. Et ce qui me gêne, c'est que tu mènes au score. Si tu n'arrives pas à marquer le deuxième, tu t'adaptes. Tu adaptes ton style pour peut-être
contenir un peu plus et jaillir. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes avec la deuxième mi-temps de Lyon parce que tu es précurseur, tu essaies d'avoir le ballon, mais pas vraiment. Tu fais des contre-attaques, mais pas vraiment. Tu veux jouer haut, mais pas trop. Et en fait, on ne sait pas tenir un résultat, j'ai l'impression. On ne sait pas faire autre chose. C'est-à-dire que limite, il faut qu'on marque deux trois buts pour se dire, bon, de toute manière, on va concéder, on peut en concéder un, parce que à la 93e, concéder un but contre Auxerre, y a rien de grave, il y a rien de honteux. Au vu de ce qu'ils ont proposé, ils méritent ce but. Mais tu dois déjà mener 3-0 à ce moment-là du match. Tu vois? Mmh. Donc Ouais, puis c'est récurrent parce que ouais. ouais, cet exemple, donc tu dis qu'on n'arrive pas à tenir un score. Moi, il y a deux matchs qui me viennent en tête. C'est Toulouse, où tu te fais égaliser à 88e sur un vieux coup de pied arrêté, une erreur défensive, alors que tu as eu énormément d'occasions. Et le match aller à Montpellier, où pareil, tu mènes 2-1, tu sors sur un coup de pied arrêté, tu fais n'importe quoi, tu te prends un contre. Donc ouais, ça c'est peut-être le revers de la médaille du style S, qui est très énergivore, peu dans le calcul, et aussi qui dépense beaucoup d'énergie physique aux joueurs, qui du coup fait en sorte que si tu te mets pas à l'abri, tu peux perdre en lucidité et effectivement t'as pas je trouve le calme, la lucidité et la solidité défensive suffisante pour tenir un score, et je trouve que c'est très problématique dans l'approche d'un sprint final. Pour faire écho à ce que tu disais par rapport au choix tactique de Hez, je vais te donner la parole, Pierrick. Christophe Pélissier, donc le coach de la GIA, disait en fin de match, Nice ne voulait pas gagner le match. Donc bon, dans- en faisant référence naturellement aux nombreuses occasions ratées, mais on a eu l'impression quand même que Pélissier, lui, ben, jouait vraiment pour aller chercher cette égalisation. Ça a été le cas. Et Nice, de par son coaching aussi, on fait du changement poste pour poste, on fait sortir Santa Maria pour faire rentrer Rosario. Euh, j'ai l'impression que, alors de là à dire que S s'est trompé, c'est pas ça, mais il n'y a pas eu d'adaptation, il y a pas eu comment dirais-je, d'électrochoc en fait. On est resté dans un faux rythme. Et en fait, ouais, tu perds 2 points. Est-ce que pour toi, Pierrick, il y a une part de responsabilité aussi dans le dispositif, dans le fait qu'il n'y ait pas eu de changement, dans le fait de ne pas avoir voulu imprégner quelque chose de différent au cours de la rencontre, et particulièrement euh, dans la deuxième mi-temps, parce que tu as des occasions claires et nettes en deuxième mi-temps qui auraient pu te permettre normalement de l'emporter. Alors, pas vraiment. Je suis d'accord avec vous que, enfin, notamment avec Hugo, quand il dit que le 3-4-3, il est peut-être plus adapté pour une équipe qui va opposer une grosse résistance, qui va plus porter le ballon et pour laquelle tu vas plus devoir défendre. Et effectivement, peut-être que si on était parti en 4-2-3-1, ça aurait peut-être été plus adapté. Donc, en ce sens, oui, dire que c'est une erreur, je sais pas, mais que peut-être ça aurait pu être mieux avec une autre compo de départ, oui. Maintenant, le coaching en cours de match, non, je pense que ça n'a pas d'incidence parce que en première mi-temps, les occasions, on les mettait pas non plus. Et en deuxième, si les entrants, ils n'arrivent pas à apporter quelque chose, ils seraient restés sur le banc, ça aurait été pareil. Donc non, le coaching, pour moi, il change pas grand-chose. Et quand Pellissier dit que vous voulez pas gagner le match, ben, entre le nombre d'occasions, parce que si les occasions sont là, c'est quand même qu'il y a le mouvement, la disponibilité et quand même quelque chose de présent pour arriver jusqu'à ces occasions. Il y a quand même quelque chose maintenant, comme je l'ai dit, il y a euh, un manque de réalisme qui est criant. Et entre ça et le fait que personne ne rentre suffisamment, enfin, ils n'avaient pas la bave aux lèvres, quoi. Pour moi, ça manquait d'engagement et de détermination. Et c'est en ça qu'on voit qu'il y a effectivement qu'on peut assimiler cette affirmation en disant ils ne voulaient pas gagner. Entre le manque de réalisme et l'absence d'engagement, oui, tu peux. Alors évidemment tous les joueurs auraient aimé le gagner, mais tu peux le traduire comme ça à cause de ça pour moi. Donc effectivement, et puis on a eu en face aussi un Donovan Léon qui a fait son match avec bon, des arrêts
de grande classe par moment. Hugo, pour toi, homme du match, ça fait un peu penser au match de Lyon avec le match de Péry aussi qui fait des arrêts. Est-ce qu'on est tombé sur un grand Léon? Parce que j'ai l'occasion de show en tête où tu te dis qu'il peut peut-être mieux la jouer, mieux l'enrouler. Elle est quand même vachement sur le gardien, il peut peut-être décaler Boga. T'as quand même des situations où tu te dis, bon, Léon fait son match, hein. L'arrêt aussi sur la reprise de volée de Loucher. Boudaoui, s'il fait juste un crochet dans la suite de Non, la. Enfin, alors, c'est sûr, nous on est sur le canapé, c'est plus facile pour nous de juger de ça, mais ça bégaye en fait. Donc, mais quand même, Léon, bon, qui sortait aussi d'un très très gros match contre Reims, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est sans doute Reims. Gros match de sa part, Hugo. Ouais, gros match, encore que Léon, tu parles du match de Reims, mais il fait surtout un match énorme contre le PSG il y a quelques mois de ça, Hmm, où là, pour le coup, tu pouvais voir le gardien en surchauffe qui est impassable, etc. Moi, sur le match de vendredi, j'ai plutôt envie de retenir la maladresse de hmm, nos attaquants, de nos joueurs, parce que ouais, tu l'as dit, la parade sur Shaw, elle est bien sentie, mais Shaw, elle la joue très très mal, quoi. Soit tu décales Boga, soit tu casses la cage, tu y vas en force. Là, il essaie de la placer un peu, c'est un peu écrasé, c'est mal joué. L'arrêt sur Loucher, c'est une belle parade, mais c'est pas une parade exceptionnelle, quoi. Il sort très bien, il bouge bien l'angle, donc bravo à lui. Derrière, effectivement, Boudaoui, je trouve, joue mal le coup. Et les autres occasions, c'est vraiment de l'énorme maladresse, quoi. J'ai en mémoire là, une demi-volée de Melvin Barr où pourtant il prend le temps de contrôler, mais ça passe de peu au-dessus. T'as cette frappe topée où Boudaoui il est trop en avance, puis après Laborde il est à la rue alors qu'il doit être là pour couper au second poteau. Donc en fait, je trouve que la majorité de nos actions peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en fait. On pointe souvent le manque de réalisme, mais j'ai souvent l'impression que c'est mis en avant comme un peu entre guillemets un manque de réussite, manque de chance. C'est juste un manque de qualité en fait. Nos offensifs manquent de qualité technique, manquent de lucidité devant la cage. Donc en fait, on peut dire ouais, putain, Perry il a été énorme la semaine d'avant, là c'est Léon, on n'a pas de hmm. chance. Non, en fait, c'est avec plus de qualité, ce match il est plié. Donc moi je suis pas trop fan de toujours vouloir retenir on est maudit, le gardien est trop fort. Oui. Non, c'est une équipe comme Lyon tout à l'heure. On regarde leur match contre le Havre, les attaquants, ils ont une qualité énorme. C'est une action, un but. Nous, nos attaquants, c'est plus compliqué. Nos milieux, un Boudaoui, beaucoup d'activités, mais dès qu'ils se retrouvent dans la surface, c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que je préfère retenir le fait que nos joueurs ont failli, entre guillemets, face à la cage, plutôt que retenir le match de Léon. et si je peux me permettre, le gardien fait plein d'arrêts, mais un professionnel, quand il est face aux cages, le gardien, normalement, il doit jamais avoir le dernier mot. Ça arrive évidemment des arrêts, mais comme il vient de dire Hugo, quand l'arrêt fait beaucoup, le gardien fait beaucoup d'arrêts, c'est que tes attaquants ont mal joué le coup. Et je suis désolé, il y en a trop, trop. Enfin, vous en avez cité plein. Moi, il y en a une, ça me donne envie de vomir quand j'y repense. Putain, Boudaoui, quoi. Je sais plus qui à droite, je crois que c'est Bart qui lui fait le beau déboulé et qui lui fait la belle passe. Hmm. Et ok, même s'il frappe du gauche, putain, t'es professionnel, quoi. Et en plus, t'as peut-être le temps de faire un demi-contrôle et enfin ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. C'est incroyable le nombre d'occasions qu'il loupe dès qu'il est en situation de frappe, Boudaoui. Mais oui, le gardien, pour moi, c'est pas qu'il fait le match de sa vie, c'est que on lui a rendu la tâche facile et on lui a donné l'opportunité de se mettre en évidence. Donc voilà, ouais, il fait les arrêts parce qu'on n'a pas été incisif, et point, c'est tout. Ouais, toujours, on va dire, cette difficulté là à concrétiser des occasions. Et puis, mine de rien, l'OGC Nice est attendu aujourd'hui. Le style de jeu commence à être connu et reconnu, hein. Ça permet voilà, d'être en lice pour jouer la Ligue des Champions cette saison. On espère naturellement une victoire à Louis II dans 15 jours. Mais voilà, le plan de jeu au Serrois, Hugo, était honnête. C'était pas flamboyant, mais voilà, ça a su, on va dire, gérer les temps faibles.
et au moment où on commençait à baisser un peu le pied malheureusement, et bien aux alentours de la 70e minute de jeu, et bien voilà, extinction des feux et Auxerre qui égalise. Comment tu juges toi je sais que tu regardes quand même pas mal de foot, la saison auxerroise, on les avait vus récemment battre Marseille aussi 3-0. Voilà, le match, il est cohérent, il y a de la qualité dans cette équipe. En plus de ça, à l'heure de jeu, ils perdent sans doute leur meilleur joueur sur blessure, Traoré. Je veux dire, il y a quand même eu des éléments favorables qui ont tourné, enfin favorables pour Nice, qui ont tourné dans notre sens. Ouais, non, mais Auxerre, c'est un des épouvantails, hein, entre guillemets, de la saison en Ligue 1. C'est 6 points sur 6 contre l'OM, match nul contre le PSG. Ils nous avaient battus à l'aller. Donc, chaque gros match, en fait, ils ont un style qui marche bien contre les gros. C'est-à-dire qu'ils ont ce bloc solide et ils ont des très très bons joueurs. Le duo Perrin-Traoré, qui me semble est le quatrième duo qui a marqué le plus de buts en Ligue 1, juste derrière Guessant Laborde et PSG et OM. Donc, ils ont un plan de jeu qui est pas révolutionnaire, mais qui fait très très mal face aux grosses équipes. Et pour le coup, je trouve que ils nous ont mis plus en difficulté en première période. On n'arrivait pas du tout à se créer d'occasion, on n'était pas du tout dangereux. Et on a entre guillemets la réussite d'ouvrir le score sur cette tête contrée de Guessant. Et à partir de là, je trouve que c'est là qu'elle intervient la faute professionnelle de notre part. C'est-à-dire qu'on a le scénario tourne en notre faveur. Auxerre est obligé de se découvrir et de libérer les espaces. Donc là, nous, c'était porte ouverte pour tuer le match. Et on avait le match en main, on avait le contrôle. Je trouve qu'Auxerre nous met très peu en difficulté, nous Mm. met très peu en danger. Ils se procurent très peu d'occasions, à part des initiatives individuelles de Traoré, dont celle où il se blesse. Mais sinon, jusqu'à l'occasion, jusqu'au rouge de barre, Auxerre, ils ont pas forcément beaucoup d'occasions. Donc on avait vraiment le match en main, on avait le contrôle du scénario, on avait le contrôle tactique du match, et tu arrives à te saborder en ne tuant pas le match, puis encore pire en prenant ce carton rouge absolument, je trouve, débile. Et du coup, bah, ça inverse totalement le rapport de force, alors qu'il n'y avait vraiment pas lieu d'être, quoi. Autant contre Lyon, tu l'avais senti, le rapport de force changer au fil des minutes, la qualité de Lyon qui t'a fait mal, qui t'a fait reculer, leur qualité technique qui a contré notre pressing. Là, j'ai trouvé qu'à partir du moment où tu avais ouvert le score, en fait, tu avais les clés du match en main et tu les as rendues à Auxerre un peu gratuitement. Donc, c'est dommage parce que quand tu vois ce que Auxerre fait contre les gros cette année, te dire que tu aurais pu les battre 2-3-0, ça aurait été, je trouve, une victoire assez significative pour se relancer en plus après Lyon. Et bah, t'as un peu tout gâché, quoi. On l'a pas dit, mais Evan Guessant, 11e but de la saison. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis surtout, ça a été notifié par les commentateurs d'Adon, sa capacité aussi à élargir sa palette, Pierrick. Pardon. Il vient décrocher un peu plus parce qu'il est attendu, hein, c'est ce qu'il disait dans une interview là, il y a quelques jours. Il est attendu au tournant, aussi par les défenseurs. Donc, il va peut-être un peu plus dézonner. On l'a vu, Pierrick, sur des situations, notamment lancer Barre dans un rôle un peu plus de numéro 10. Euh, Guessant de nouveau décisif, un peu moins peut-être, comment dire, impactant de par ses courses, sa verticalité dans les accélérations, mais il montre encore une fois sur une demi-occasion, sur une tête contrée, qu'il est là au bon endroit et mine de rien, le compteur but commence à devenir sérieux en Ligue 1. Ben, il a justement des stats qui sont à l'image de sa saison, parce on n'a pas arrêté de le dire au fil des matchs, il a explosé par ses stats, par son apport, même quand il ne statte pas, par sa présence. Il s'est développé dans tellement de domaines que ses stats sont un juste retour, et la moindre des choses, vu tout son apport. Maintenant, on revient encore à ce qu'on a dit avant, avec tout petit peu plus de réalisme, il aurait de nettement meilleurs stats, quoi. Des stats nettement meilleurs, pardon. Ouais, effectivement. Evan Guessant, un match correct où il n'a pas eu énormément
de situation par rapport à ça. Hugo, ton ressenti un peu sur la ligne offensive et le retour également en tant que titulaire de Sofiane Diop. C'est quelque chose qui était réclamé dans l'émission sur les dernières semaines. J'ai l'impression que c'est un juste retour des choses aussi par rapport à ce qu'a pu proposer le joueur quand il était titulaire et incontournable au 11 dans un style différent de celui de Mohamed Ali Chaud. C'était en tout cas ce qu'avait dit Lyon Alice hein, en interview d'après-match, de pouvoir incorporer, il me semble, ou c'est S peut-être, incorporer Diop dans cette ligne entre voilà, les 5 de derrière et les 4 et les 4. Il a été touché plusieurs fois. Il aurait pu même être décisif sur ce centre pour Barre. En tête aussi cette occasion de Barre, cette demi-volée du droit qui passe juste au-dessus. Euh, Hugo, ton ressenti sur sa prestation et sur la ligne offensive de manière générale, en englobant bah, Guessant et Laborde également. Ouais, bah, sur Diop, j'en ai un petit peu parlé en début d'émission. Moi, j'étais un peu frustré de le voir beaucoup coincé sur ce côté gauche. Ez a effectivement dit que l'idée c'était de l'avoir entre les lignes pour apporter cette qualité technique entre les lignes resserrées auxerroises. Et effectivement, sur quelques actions, on l'a vu, tu as cité cette passe en profondeur, il me semble, pour Barre, et on l'a vu quelques fois venir entre les lignes, mais je trouvais que majoritairement, il était un peu trop bloqué sur le côté, où on sait qu'il n'a pas les qualités, je trouve, pour jouer sur une aile, il est pas assez rapide, il n'a pas assez l'explosivité, lui, c'est vraiment le toucher de balle, la qualité technique, la qualité de passe. Et ses meilleurs matchs cette saison, c'était dans le 4-2-3-1 en numéro 10, voire en numéro 8 dans un 4-3-3. Donc je trouve ça dommage de. J'étais vraiment frustré parce que j'étais très content moi de le revoir. J'avais vraiment envie que j'avais pas trop compris Hmm. sa mise en retrait depuis. Il faut rappeler aucune titularisation en Ligue 1 depuis le 17 janvier. C'est quand même énorme alors que sportivement c'est un de nos meilleurs joueurs de la saison. Et donc j'étais un peu frustré de le revoir dans ce rôle pas d'ailier gauche mais d'excentré gauche dans ce 3-4-3. Là où on sait qu'il aurait pu, je trouve qu'il aurait pu nous faire beaucoup plus de bien dans le cœur du jeu. Donc à voir si ça va être de nature à ce que Francaise modifie peut-être son système, parce que c'est dommage de se priver des qualités du joueur, qui est un de nos meilleurs joueurs de la saison, et de l'isoler un peu sur le côté, là où on en aurait besoin dans le cœur du jeu. Et sur le reste de la ligne d'attaque, ouais, Guessant, vous en avez parlé, moi, plus que ses buts, je retiens aussi le fait que c'est notre meilleur passeur, il me semble que c'est 6 ou 7 passes D cette saison. Je trouve ça vraiment énorme, et je trouve que son apport dans le jeu Hmm. est tellement énorme, ça serait tellement différent sans lui, c'est-à-dire que le nombre au-delà de ses rushs, de sa puissance, je trouve qu'il progresse vraiment dans la finesse technique, des déviations, les décrochages, capacité à attirer les adversaires. Je trouve qu'il a un sens du collectif qui est vraiment à valoriser. Donc c'est vraiment, vraiment que du positif. Même si, et je vais en venir en parlant de Laborde, où j'ai encore été très très déçu de son match, son abattage, comme d'habitude, rien à dire, mais la qualité technique, c'est très très compliqué en ce moment Laborde. Et quand dans un match contre un bloc bas où les espaces sont réduits, c'est difficile de s'appuyer dessus. Donc moi je serais partisan sur les prochains matchs, si on reste sur ce 3-4-3 comme Ez semble faire, de peut-être recentrer Guessant. Ou Chaud. Euh, Chaud a joué aussi ce poste un peu plus axial pour Shaw un peut peu le plus faire reprendre aussi, Shaw peut le faire la. aussi, mais je trouve que c'est vrai que Shaw peut le faire aussi, mais Guessant dans un profil, tu vois, de ce type de match face à un bloc bas, il nous a Hmm. fait beaucoup de bien sur le côté, mais lui, contrairement à Laborde, peut fixer les défenseurs dos au but, créer des espaces, libérer aussi pour les joueurs sur le côté. Ça aurait peut-être facilité le match de Job par exemple, ou un Shaw, donc Laborde, je trouve, il a été très très bon au mois de janvier, début février. Là, je trouve qu'il est un peu dans le creux. Donc, j'espère que la mauvaise série va aussi permettre à S de moins hésiter à changer un peu son groupe. On a vu qu'il a incorporé Diop. On retrouve un peu de monde sur le banc. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu qui profite de la série négative pour changer les choses, réincorporer certains joueurs, recentrer. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je trouve qu'on devient un peu trop prévisible. Un adversaire comme Auxerre, ils savent qu'on va venir en 3-4-3, donc ils posent leur ligne. Et en fait, t'es pas surpris. Alors que notre force, je trouve, dans la période difficile, c'est on était capable de jouer dans différents systèmes au cours d'un même Hmm. match, d'un match à l'autre. Et, euh, et là, je trouve qu'on a besoin d'un peu de réoxygéner un petit peu le groupe et même le schéma tactique. Mais justement, tu vois, tu soulignes un point qui, moi, je suis pas en accord avec ça, mais ça va peut-être être le cas, du moins avec Diop, ça a été montré, c'est que pourquoi on attend d'être dans une période un peu plus difficile pour changer les choses?
On est d'accord, parce que moi, j'étais le premier à ne Tu pas tu être tu satisfait même si on gagnait des précédents matchs. Donc, tu mets, je enfin, le tu rejoins. tu attends justement heu, d'être dans une série. Non, justement, c'est quand ça va bien qu'il faut travailler, voilà, différents schémas qu'on avait vus en début de saison, à la faveur des nombreuses blessures, pour être en capacité aussi d'être précurseur et d'imprégner, on va dire, un changement dans une rencontre. Donc là, je suis pas en train de dire que si on était passé en 4-2-3, on aurait remporté ce match. Je pense qu'il y avait la place de gagner 3-4-0 en 3-4-3. Mais effectivement, je pense que devant, Pierrick, tu vas nous dire un peu ce que tu en penses. Il y a peut-être voilà, quelque chose à faire, hein. La Board a été dans une bonne période, même une très bonne période par moment, depuis son retour de blessure. Là, c'est un peu plus compliqué. Mofi est aussi sur le chemin du retour, mais va venir progressivement, peut-être gratter quelques minutes avant la fin de saison. Mais c'est vrai que dans ce type de match-là, c'est compliqué pour un Laborde d'exister, Pierrick. Euh, Compliqué d'exister, oui et non. S'il avait mis ses occasions, il serait monté en confiance et il aurait réussi à s'imposer beaucoup plus. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il a un peu de mal, un peu comme à l'image de tous nos attaquants ces derniers matchs. Par contre, je voulais juste dire un mot sur Diop. Alors, je pense comme beaucoup, j'étais très satisfait de le voir titulaire. Maintenant, je pense, et ça rejoint ce que tu viens de dire, Pancho, c'est que c'était pas le moment en fait. Là, on était assommé depuis la contre-performance de Lyon. C'est bien d'essayer de vouloir changer les choses, mais c'est pas lui rendre service que de le mettre titulaire à un match où on doit absolument faire un résultat, où on doit se relever et où tu sens que l'équipe est un tout petit peu malade, dire grandement, mais très légèrement assommée depuis le dernier match, et c'est pas le rendre service. Après, oui, peut-être que un petit peu plus axé, ça leur aurait peut-être encore un petit peu plus rendu service. Mais ouais, je regrette juste ça. C'est ça, moi, que je regrette surtout vis-à-vis de Diop, c'est que c'était pas le match pour le mettre titulaire. Là, le timing était mauvais pour moi. Effectivement, moi j'ai en tête en fait les débuts de Abdelmonem. Alors il y avait énormément de blessures, mais je me souviens d'une titularisation à Bollaert où c'était peut-être l'une de ses premières titularisations chez nous, si ce n'est la première. Et on s'était interrogé à l'époque, je me rappelle avec Matt, sur les conditions dans lesquelles en fait tu lances des joueurs et les conditions dans lesquelles tu fais ces rotations-là. Et c'est vrai que eh bien là, on n'est pas en panne sèche de résultats, on récupère quand même un point. Mais c'est vrai que au regard de nos objectifs, et de notre classement actuellement, tu as envie de viser le plus haut possible et tu ne peux pas te contenter d'un match nul contre Auxerre. Donc c'est plus, bah, qu'est-ce qu'on peut faire que, effectivement, faire en sorte de faire mieux et de mieux peut-être, absorber, ces offensives, peut-être mieux défendre. Et on défendait à 1 de moins aussi, encore faut-il le rappeler, mais j'ai ce souvenir du Havre où à ce moment-là, tu mènes 2-1 à l'heure de jeu, tu passes en 4-2-3-1 et tu as une maîtrise beaucoup plus grande de la possession et donc de ce fait du Mhm. match, avec des circuits de passe plus faciles à trouver. Et à ce moment-là, on paraissait beaucoup plus serein et ça avait fait énormément de mal au Havre parce que le retour des vestiaires, ils avaient été plutôt performants sur les 15 premières minutes. Donc voilà, et aussi un autre élément pour aller en la faveur de cette adaptabilité tactique, c'est le fait de rajouter un numéro 10, que ce soit Diop ou Buonani, celui que vous voulez, hein, plutôt Non, non, Diop, pas Bretagne. plutôt Diop me concernant, mais quelque part, ça protège un peu plus son double pivot. Parce que mine de rien, Santa Maria Boudaoui, Santa Maria, je trouve qu'il est un peu dans le creux de la vague après des débuts en fanfare. Boudaoui, c'est bon, voire très bon, mais dès lors que c'est dans les 30 derniers mètres, c'est un peu compliqué. Et là, quelque part, peut-être qu'il y aura une meilleure répartition des tâches, dans le sens où si t'es un numéro 10, t'es un peu plus un dépositaire du jeu, quoi. Donc voilà, c'est ça que je regrette un peu, c'est que quelque part, comme Lyon la semaine dernière, Auxerre a fait son match, a fait le dos rond,
à gérer les temps faibles du mieux possible. Et dès lors qu'il y a eu des possibilités pour piquer, ils ont piqué et vu que c'est une frappe cadrée et que une frappe cadrée sur deux va dans les cages cette saison, bah, c'est compliqué en fait d'être décisif. Vous noterez que j'ai pas mentionné la prestation de Marcin Bulka parce que voilà, voilà, 93e. Je sais pas. Non, 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 rien à signaler sur Bulka. Pour une fois, c'est pas lui que j'incriminerais sur ce but, quoi. C'est plutôt Non, moi la non manière plus. dont on défend sur notre côté gauche avec Abdi qui vient de rentrer, qui est censé avoir la lucidité, qui se jette un pressing n'importe comment, qui ouvre l'espace, Dante qui est battu. Là, Boulka, il prend une patate. Autant celle contre Lyon avec Noamois, je trouve il est quand même un peu fautif. Autant sur celle-là, bon, je vais plus pour l'échelle des responsabilités, aller sur Abdi et Dante, voire même Bien sûr. rétrospectivement Melvin Barr qui nous Oui. déséquilibre totalement, que sur ce bon vieux Martin. Mais là, Non, c'est non. sur tout le monde qui fait de l'huile, là, sur une absence de sang-froid et de maîtrise, parce qu'on est en panique totale, parce qu'on sent que le match nous échappe. Et donc, malheureusement, Boulka, c'est le dernier rempart. Donc, tu peux pas. Des fois, il nous sauve, mais Ce, s'il nous sauve pas, tu peux ce pas tout lui serait, mettre dessus. Hein. ce serait quand même dingue que ton gardien de but te ramène des points, quoi. Enfin, tu te rends compte, Pierrick? Oui, bah, il est censé quand même Non, pouvoir le faire de temps en là, temps, mais c'est bon, et gratuit. pas tout le temps. Hein. Là, c'est gratuit. Là, j'avoue, je suis allé trop loin. C'est gratuit. C'est gratuit. Non, non, mais enfin, ce que je veux dire aussi par là, c'est que effectivement, on a parlé de crispation, d'énervement. euh, est-ce que vous êtes inquiet en fait pour la fin de saison au-delà du résultat, il y a le contenu et il y a le fait que est-ce que c'est finalement malchance? Bon. Un problème de réalisme. Est-ce que Hugo, toi, tu, tu es plus inquiet que ça? Ce que j'aime bien, par contre, dans cette équipe-là, on l'a déjà dit, c'est que même après des déroutes européennes ou des mauvaises performances, elle a toujours su switcher sur le match d'après pour bah, tenter de faire une meilleure Un performance, mauvais exemple, là. sauf Mauvais Auxerre, exemple, là. effectivement, sauf Auxerre. Mais c'est la première fois, alors j'ai pas les stats à Oui, l'appui, hein, c'est la première fois où, après une défaite, tu ne gagnes gagne pas de. pas. Hmm. Bon, t'as J'ai Rangers Lyon quand même, la semaine maudite. Je me rappelle pas de cette semaine personnellement. Mais en gros, au global sur la saison, tu as toujours eu en fait une réaction. Est-ce que tu es inquiet pour le sprint final? Il va y avoir la trêve de mars et ensuite on part pour combien? Un mois et demi, 2 mois encore de compétition, peut-être voilà, 2 mois de compétition Ouais. avec à la clé, mine de rien, parce que ça aussi, hein, il faudra m'expliquer. N'habitant pas Nice, je peux pas parler pour certains, mais on peut pas m'enlever de l'idée qu'un stade plein à craquer, qui supporte son équipe, qui encourage, ça fait pencher la balance aussi dans ce type de situation. Et lorsque tu es 20 000, à la 93e, tu as déjà une partie du public qui sort pour pas être pris dans les embouteillages ou autre. Enfin, ça fait un peu pêcheur, je trouve, vraiment. Le vendredi soir, t'es troisième de Ligue 1, t'es 20 000 dans le stade. Bref, c'était juste le petit But pour commentaire Paris. ouais, ça c'est excellent par contre. Hugo, un peu ton ressenti sur est-ce que tu es inquiet et est-ce que tu partages un peu ce ressenti sur l'affluence qui est un sujet assez régulier malheureusement s'agissant de l'Alliance. Enfin, sur l'inquiétude, en fait, ça dépend de ce que chacun vise. Moi, en fait, même pendant notre très bonne période, la récente où on a enchaîné les victoires, enfin, j'y croyais déjà pas avant et j'y crois toujours pas à la qualif en Ligue des Champions. Ça peut paraître défaitiste, mais je trouve que on a trop de manque, trop de qualité. Donc, en fait, entre guillemets, je me fais pas d'illusions. J'espère qu'on y arrivera, bien sûr, je suis pas non plus complètement fou, mais moi, je nous vois un plafond de verre, un plafond de verre au niveau de la qualité individuelle, un plafond de verre au niveau collectif et un plafond de verre au niveau environnement, expérience, gestion de l'événement. Tu as parlé du public, ça en fait partie. Bon, il y a Monaco mis à part, mais quand tu vois nos concurrents, ils peuvent quand même s'appuyer à domicile sur une vraie force populaire qui les aide. Et je trouve qu'en plus, l'environnement autour du club, il y a eu l'histoire de la grève, des tensions entre le président et les supporters. Maintenant, tu as l'affaire Radcliffe. Je sais pas si ça peut avoir un rôle, mais l'affaire Laurent Bessière aussi qui s'en va. Enfin, il y a tout un espèce d'environnement que je trouve négatif et dont je trouve que dans notre club, on n'a pas la capacité d'en faire une force. Le seul contre tous, ça a du mal à marcher chez nous, là où tu vois qu'à Lyon, par exemple,
Ils ont enchaîné une période très compliquée, Fonseca, Textor, etc. Mais j'ai l'impression que eux, de leur côté, l'expérience club fait que ils savent gérer ce genre de moment. Monaco, pareil, les sprints finaux où ils sortent de la crise et ils te font un run de victoire incroyable, on ne sait pas combien. Et je trouve que nous, on a nos manques sur le terrain, nos manques individuels, parce que je trouve que notre effectif est moins qualitatif que nos concurrents. On a je trouve ce manque gestion, expérience, gestion des moments importants. Et donc tout ça mélangé fait que j'ai toujours eu du mal à croire qu'on pourrait arriver à chercher la Ligue des Champions. Donc je suis pas plus inquiet ou moins inquiet qu'avant. C'est-à-dire que moi, toujours imaginé finir 5e, 4e au mieux. Donc en fait, là, on est dans un moment où c'est resserré. C'est-à-dire il me semble que Strasbourg, qui est 6e, n'est plus qu'à 4 points. Et t'as l'OM qui vient d'ailleurs de se prendre un but, Bamos. L'OM qui est à 2e n'est qu'à 2 points. Donc en fait, tout le monde est resserré. Donc il n'y a rien de définitif, mais les derniers mois m'ont pas apporté la confiance suffisante pour croire à cet objectif Ligue des Champions. Donc pour te répondre honnêtement, je suis pas plus inquiet maintenant qu'avant. Ça me confirme juste qu'on a certains manques qui, je pense, nous feront forcément défaut en tant que club, joueur, effectif, et que ça nous fera forcément défaut pour le sprint final. Pierrick, es-tu inquiet par rapport, on va dire à ce match et au dernier match malgré certains bons résultats? Comment est-ce que tu te situes, par rapport à ce sprint final? J'ai l'impression en fait qu'on se rend pas compte de l'aboutissement possible en fait de cette saison. Mhm. Mine de rien, une qualification en LDC, ce n'est pas rien. Tu finis, Et on est tout proche. et on n'est pas loin. On a fait quand même, j'ai envie de dire quand même une grande saison. En Ligue 1, naturellement, on va omettre certains détails en Coupe de France et en Coupe d'Europe, mais s'agissant de la période en Ligue 1, avec tout ce qui a été vécu, le changement également de coach, de style, etc., c'est quand même très très prometteur. Euh, Pierrick, tu te situes comment? Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu as peur? Parce que nous sommes l'OGC Nice, tu te situes comment, toi? En fait, c'est très particulier. Je pense, depuis le match de la semaine dernière, depuis Lyon, je me dis, on a foiré notre saison. On est en train de jeter notre saison aux poubelles. Parce que la fin de la saison approchant, je pense ce match, il amorçait notre chute. Parce que justement, voilà, c'était un tournant crucial pour l'avenir, enfin, pour l'issue de la saison. Et on l'a mal négocié. Et dans les têtes de quasiment tous les joueurs, on se dit, ça y est, on l'a mal négocié et là, tout va mal. Et je suis sûr que c'est ça, plus ce qu'on a parlé, notre incapacité à marquer, tout ça. Tout ça fait que on se fait beaucoup plus dessus, quoi, on se chie dessus. Mais je pense que le schéma où tout se casse la gueule, on est dedans, sauf, sauf que le prochain match, c'est Monaco. Et c'est ce qui peut nous sauver. Parce que Monaco, on sait qu'il va avoir une mentalité particulière, une envie, une motivation qui sera présente. Ce sera Monaco, donc il y aura de toute façon la ferveur qui va venir aussi avec. Euh, Ça aurait été n'importe quel autre match, j'aurais dit on va continuer à se casser la gueule, à plus réussir à mettre un pied devant l'autre. Mais le fait que ce soit Monaco, le prochain match, c'est peut-être ce qui fait qu'on va réussir à renverser la vapeur. Sans ça, je dirais que on est en train de se manger les pieds dans le tapis et qu'on va avoir beaucoup de mal à se relever. Mais vu que c'est Monaco, je pense qu'on peut y arriver. C'est pas gagné, hein, bien D'accord. sûr. C'est loin d'être facile, mais je pense que c'est un match qui peut nous permettre. Ça, c'est la parfaite opportunité pour rebondir. Ouais, et au-delà de Monaco, tu peux même aller, je pense, sur les 3 prochains matchs, parce qu'après Monaco, on reçoit Nantes, qui est un adversaire on a un bilan horrible contre eux sur ces dernières saisons, toujours difficile. Et après, on va à Strasbourg, qui est en pétard en ce moment, à Hum, la hum, Méno en hum. plus, qui là n'est qu'à 4 points. Donc, si tu négocies mal le match contre Monaco, Strasbourg, il me semble qu'il joue Lyon. Donc, les 3 prochains matchs, on parle souvent de tournant. Là, tu es vraiment en plein dans le Ouais, tournant. tout à fait. Tu affrontes des adversaires directs, des matchs difficiles à négocier. Donc, je pense là, pour le coup, on est un peu dans le fou. Je pense qu'on y verra vraiment plus clair Prochaine dans journée, dans le Strasbourg-Lyon. match. Strasbourg-Lyon, Ouais, c'est prochaine ça. journée. Strasbourg-Lyon et Nice-Monaco. Donc, là, on peut parler de tournant, je pense. Ouais, ouais.
Strasbourg jouera Reims derrière et ensuite nous. J'ai hâte d'y être et en même temps, je sens pas qu'il y a vraiment quelque chose de fort, de magique qui est en train de créer, comme une épopée, etc. Comme si en fait on était déjà conditionné par le fait que notre club ratait On va se casser la gueule. certaines Mhm. échéances, comme si on était vacciné par rapport à certains rendez-vous manqués. Alors c'est sans doute le cas, vous en avez vécu comme moi et même les supporters de plus âgés qui ont vécu encore d'autres traumatismes. Mais 8 matchs quoi, 8 matchs, 8 finales. Tu démarres ton sprint final, bon, bah, pas top, mais tu as quand même 8 x 3, 24. Tu as quand même 24 points encore à aller chercher. Tu joues Reims, qui est pas au top. Nantes, peut-être que d'ici là, ce sera déjà sauvé parce qu'il y a des équipes pires qu'eux à l'heure actuelle. Le PSG, ils auront la LDC en tête, ils seront déjà champions, euh, peut-être même mathématiquement au moment où on les affrontera. Je veux dire, les gars, et ça, en fait, on le sent pas. On le sent pas. Alors, c'est pas du tout une critique, mais je me dis, mais les joueurs, en fait, enfin, voilà. Donc, effectivement, le cadre derby, le cadre Louis II, le fait que l'année dernière, il y ait eu ce scénario fantastique avec ce double penalty arrêté par Marcin Bulka, ce but à la dernière minute de Jérémy Boga. On espère, mais on a besoin aussi d'émotion, quoi. On a besoin d'émotion et on a besoin aussi heu, de sentir vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai l'impression que là, on fait une saison de l'extérieur. Alors bon, les médias nationaux, on va dire que c'est une autre histoire, mais de l'extérieur, j'ai Il nous l'impression qu'on chie fait à la gueule comme d'hab. non, mais qu'on fait une saison où on est neuvième. En fait, on est neuvième. Bon, voilà, une saison moyennasse, quoi. On n'est pas dans les objectifs, de toute façon. Voilà, mais putain, vendredi soir, j'avais l'impression qu'on jouait un match pour du beurre, quoi. Pour du beurre. Alors que derrière, il y a quand même des objectifs importants. Donc écoutez, là, de toute manière, il y a une trêve. On va recharger les batteries, autant l'équipe du Club Pancho que, que l'OGC Nice. Et puis le match est prévu, c'est quoi? C'est un samedi soir, je crois, de mémoire? Samedi soir, ouais. Euh, Vendredi soir, je samedi sais soir? pas tout de suite. Samedi soir, Samedi le soir, ok. 29 mars, 29 21h05. mars, Ouais. dans 13 29 jours mars. au soir. Et puis on reviendra sur cette rencontre et peut-être même qu'entre-temps, Mais sur la trêve, il y aura ce petit numéro un peu hors série sur Ineos pour faire un petit récap aussi. Je pense que j'en ai envie et j'en ai besoin, je pense. mais je persiste. Si on négocie bien le match de Monaco, on va réussir à rebondir et on est largement capable de battre Nantes. Parce que Nantes, ça a toujours été un petit peu une de nos bêtes noires, mais pour autant, c'est pas une équipe qui tourne super bien. Donc on peut les prendre, je trouve que c'est quand même à domicile. Et derrière, effectivement, on va à Strasbourg qui est en pleine bourre. Mais si on a repris un peu la confiance, qu'on va un peu mieux mentalement, et il faut pas oublier, quand on joue les équipes qui font le jeu, on arrive mieux, on est plus destiné à pouvoir jouer en transition et ça nous sourit mieux. Donc, si on négocie bien Monaco, le mental sera Hmm. bien et nous mettra dans les bonnes dispositions pour pouvoir aborder ces deux matchs. Moi, j'en suis convaincu. Si on se foire Monaco, je pense que la saison elle va être très très difficile. Après, voilà, il te reste quand même des points à aller chercher. Messieurs, on va clôturer là-dessus. Un grand merci à vous, en tout cas, pour votre venue, pour vos expertises respectives au regard de ce match et des sujets abordés. Voilà, l'OGC Nice est quatrième. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain fait le job contre l'Olympique de Marseille. Donc, j'ai pas envie de dire statu quo parce que Lyon a grappillé des points sur nous. Mais tout reste à jouer et j'espère qu'on aura quand même un beau cadeau en fin de saison parce qu'on a envie, on a envie de rêver et on a surtout envie d'entendre une petite musique à l'Alliance l'année prochaine. C'est à portée de main en tout. Merci beaucoup Pierrick, merci Hugo, passez bien une très très bonne semaine. Les personnes qui écouteront ça dès lundi au cours de la semaine. On vous embrasse, la Baeta et Sanissa. Ciao ciao. Issa Nissa. Salut!